maudit de la famille. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, mon frère il ne fait jamais rien, il va à l'école comme bon lui semble et on lui a jamais rien dit. Ne fais pas attention à ce que les parents disent, man. Vis ta vie. Tu vois ça? C'est de la tristesse pour tous ceux et celles qui rendent la vie impossible. Tu restes tout le temps, toi? Tu es stressé, man. Prends ça et tu verras. Je vais voir quoi? Tu te retrouveras au pays des merveilles. Non, merci, man. Je suis un sportif, cette chose-là n'est pas faite pour moi. Mais moi aussi, je fais du sport. Ah ouais? Quel genre de discipline pratiques-tu? Quand il y a plusieurs policiers à mes trousses, faut que je sois très rapide pour échapper à leurs menottes. Ok, mais juste une puff, pas plus. Mon Dieu! Pourquoi tu as fumé cette cochonnerie? Hey Junior, faut que je te parle. De quoi vas-tu parler? De ton comportement. De quoi parles-tu? Tu sais très bien de quoi je parle. Non, je sais rien du tout. De ton problème de drogue. C'est pas un problème, ça. Je peux arrêter quand je veux. T'es sûr de toi? Ouais, parce que j'ai le contrôle des choses. Alors, arrête-toi maintenant. Si je voudrais arrêter maintenant, je le ferais, mais j'ai pas fini de m'amuser. Mais qu'est-ce qu'il y a de si amusant à fumer du buzz? Depuis que t'as commencé à en prendre, t'as de la misère à faire les choses correctement. T'exagères, man. J'exagère. Tu vois? Tes réflexes sont ralentis. Ta défense est comme une passoire. Mensonge, tout ça. Mensonge. Tu ne dribbles même plus de la même manière. On dirait que t'as perdu le contrôle de tes mains. Au dernier match, t'as marqué que 15 points. J'étais simplement fatigué. Bon sang. Tu ne te rends même pas compte de ton état. Regarde dans quel état tu te mets. Si j'étais si nul comme tu le prétends, les autres me l'auraient dit. Ils ne voulaient pas te blesser. Moi, je suis ton ami. Je te dois la vérité. Je n'ai assez de tes conseils. Tu te penses mon père ou quoi? Je n'ai pas besoin d'être ton père pour te conseiller. Écoute, man. C'est ma vie et j'en fais ce que je veux. C'est ça. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui vous emmène ici, les filles? On te dérange? En quelque sorte. Nous sommes venus te parler. Vous êtes venus ici pour m'insulter. Vous pouvez retourner d'où vous voulez. T'insulter? Quelle idée? Nous sommes là pour te parler, Junior. De quoi veux-tu me parler encore, là? Tu nous prends pour des connes? Nous sommes tous au courant de la vie que tu mènes, Junior. Yo, lâchez-moi un peu. C'est ce que tu veux vraiment, Junior? C'est ma vie et j'en fais ce que je veux. N'oublie pas que tu vis en société, hein, Junior. Je m'en fous de ta société. Tous ceux et celles qui ne respectent pas les règles de cette société finissent toujours en prison, Junior. Je vous dois rien et vous me devez rien. Alors foutez-moi la paix. J'espère qu'il prendra en considération ce que nous voulons dire. Je l'espère aussi. Two Flavor Prediction. Yes. J'ai dit non. Yo. Yep. L'influence. Numéro 1 chez les jeunes. Dans quelles circonstances? Pas d'importance. La drogue et l'alcool consommés en silence. Blanc, noir, rouge ou jaune sont tous concernés. Pas d'encadrement pour le jeune. Y'a quoi s'attend qu'il fasse une famille dans la rue? La semaine, aux fins de semaine, les parents craignent. Faire confiance aux jeunes est la question qui mène. La tolérance et la patience chez les parents est à zéro. C'est un problème intense. Quand j'y pense, c'est une problématique immense. L'encourager est la meilleure idée. Un enfant maltraité, ignoré, isolé. Pensez seulement à la vie. Peux-tu m'expliquer ce qui ne va pas, Junior? J'ai pas envie d'en parler, coach. T'as pas envie d'en parler. D'abord, je te sanctionne de l'équipe. Ne vous inquiétez pas, coach. J'ai mangé pour tout ça rentrer dans l'ordre. Je peux m'empêcher de m'inquiéter à ton sujet. Pourquoi, coach? Parce que j'ai reçu des plaintes à ton sujet. Des plaintes? Quel genre, coach? Tu sais très bien quel genre. Non, monsieur, je sais rien du tout. Junior, penses-tu que la drogue pourrait aider tes performances?
Hey Junior, qu'est-ce que tu fais là? Rien de spécial. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, je te manque. Ça te tente de fumer un petit joint avec moi? Non, merci, mais je touche pas à cette affaire-là. Comment ça? J'ai décidé de reprendre ma vie en main. De prendre ta vie en main? Et comment? Je suis retourné à l'école, j'ai recommencé à jouer au basket, puis tout est arrangé avec mes parents. Je suis bien content pour toi, mais continue comme ça. J'ai bien l'intention, hein. Allez, le petit dernier jour avant de prendre ta vie en main. J'ai déjà pris ma vie en main, alors c'est non, Alex, je ne le fais plus. Tu veux t'essayer ce soir? Tu dis non. Tu veux boire avec nous ce soir? Tu dis non. Allez, ça t'amène loin ça. Tu dis non. Come on, c'est la fête ce soir. J'ai dit non, non, non. J'ai dit non. Tu veux t'essayer ce soir? Tu dis non. Tu veux boire avec nous ce soir? Tu dis non. Allez, ça t'amène loin ça. Tu dis non. Come on, c'est la fête ce soir. J'ai dit non, non, non. J'ai dit non. La plupart des jeunes comme vous deux n'ont pas l'habitude de choisir la voie de l'effort, la voie qui demande persévérance, patience, confiance en soi. Ce que nous voyons généralement, c'est que les jeunes préfèrent prendre des raccourcis. Mais l'expérience a démontré que la plupart de ces raccourcis les conduisent à passer par une zone à risque. Alors, comment avez-vous fait l'un et l'autre? Comment avez-vous fait pour échapper à cette tentation et réussir, car vous avez réussi à vous affirmer dans ce que vous faites? Lorsque j'ai fait la rencontre avec l'Alliance théâtrale haïtienne, ça a été un autre type de théâtre, en fait, intégrateur, plus social, engagé. Et ça m'a tout de suite plu parce que, bon, vous ne voulez pas aussi, bon, le côté politique, social m'intéresse beaucoup. Et c'est un théâtre, justement, qui défendait certaines valeurs ou mettait en scène certaines réalités de que les gens vivent. Nous, on a choisi la musique. Il y en a d'autres qui jouent au basket. Il y en a d'autres qui jouent au soccer. C'est de faire ce que tu as envie de faire. Ça m'a permis, ou bien ça me permettait aussi de développer beaucoup d'outils, de me connaître un peu mieux. Parce que c'est surtout ça pour moi, je pense, le théâtre, c'est la connaissance de soi. Tu peux t'exprimer sans que personne vienne t'empêcher de dire ce que tu as à dire. Comment faites-vous dans votre travail de tous les jours pour approcher et toucher les jeunes? Nous, notre principe de travail, ça s'appelle l'approche volontaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende que la personne vienne à nous pour pouvoir commencer à interagir avec la personne. Pour justement pas que les gens aient l'impression qu'on s'impose dans leur vie, qu'on soit intrusif. Donc on attend qu'ils viennent vers nous. Sauf que si on en rencontre un qu'on voit qui est vraiment en difficulté, on prendra l'initiative. Mais le principe de base, c'est l'approche volontaire. Il est prouvé aujourd'hui par des études, mais aussi par votre propre expérience, à la fois en tant qu'immigré d'origine haïtienne, en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que vous travaillez aussi avec les communautés ethnoculturelles, par exemple, les relations que ces jeunes ont avec leurs parents, avec la société d'ici. Auriez-vous un point de vue d'abord général sur les relations des jeunes d'origine haïtienne avec leurs parents et la société d'accueil? Des enfants qui partent, qui vont à l'école, qui sont des moutons, si on veut dire, chez eux. Et au retour, les parents reçoivent des notes des enseignants que cet enfant-là est insupportable, cet enfant-là c'est un diable, il fait des choses incompréhensibles. Des problèmes vécus dans le pays d'accueil, alors on se trouve devant des situations qui n'ont pas d'explication. Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais pourquoi ça ne va pas? Tout est là, les parents travaillent, les parents en fait devraient s'adapter dans le milieu. Et ce qu'on observe, c'est que il y a en fait une certaine difficulté en fait de compréhension, d'adaptation, d'entente entre les parents et les enfants. Donc c'est ce processus migratoire-là, en fait, sur lequel il faudrait
qu'on s'arrête pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ayant rencontré certains parents durant les différentes rencontres planifiées par l'école, la première chose à laquelle ces parents-là font référence, c'est le manque de ressources intermédiaires. Parce que l'école à elle seule ne peut pas vraiment assumer la totale responsabilité de l'éducation des jeunes. Aux prises normalement avec des problèmes de culture, problèmes de pauvreté. Et ensuite, les parents sont de plus en plus absents dans la majeure partie des cas de leur foyer. Et les enfants se retrouvent de plus en plus seuls. Oui, il y a une explication possible, mais vous ne devez pas vous attendre à ce que l'école réponde à tous vos besoins. Et ça ne s'est pas fait nulle part et ça ne se fera pas plus ici au Québec. C'est-à-dire qu'on parle ici, votre question peut à la limite s'alimenter vers les nouveaux arrivants, mais il demeure que la plupart des Haïtiens qui vivent ici, ils sont depuis quelques années. Et une grande partie, leurs enfants sont nés ici. Donc ils sont intégrés dans le système scolaire. Et selon moi, il est tout à fait anormal qu'on ait ce taux d'échec aussi élevé. Donc, il y a des problèmes à la source. Je pense que oui, à l'occasion, ce serait souhaitable davantage. Je pense que là aussi, il y a un gros travail à faire pour que les parents s'intègrent et s'impliquent. Souvent, le loisir pour les parents, c'est pas quelque chose qui est une priorité. L'objectif, c'est d'amener les enfants à s'intégrer à un service, un milieu où on va, après l'école, développer toutes sortes d'activités parascolaires, là, justement pour permettre à ces jeunes-là, après l'école, de ne pas se retrouver dans la rue. Nous savons, par exemple, que l'on parle beaucoup de questions de gangs de rue entre jeunes. Est-ce que dans les milieux scolaires, vous avez l'impression que ce problème existe aussi? Oui, il y a un reflet de ce problème en milieu scolaire. Les jeunes essayent de s'identifier, normalement, par rapport à une certaine appartenance à des groupes d'individus, on dit de groupes d'autres jeunes qui n'appartiennent pas à l'école, qui ne font pas partie de l'école, mais qui essayent vraiment d'influencer les autres pour qu'ils puissent faire partie de leur gang de rue. Et les premières interventions, normalement, qui sont faites au niveau de la famille, mettent quand même en relief l'impossibilité des parents d'intervenir auprès de ces enfants-là, et c'est toujours le gouvernement qui prend le dessus. Ce qui serait normalement intéressant, c'est d'avoir des instances de liaison entre la famille et l'enfant dans ces circonstances-là. Avant de pouvoir dire si je sais qu'il y a des jeunes qui sont dans des gangs ou non, il faudrait qu'on me définisse concrètement ce qu'on qualifie de gang de rue. Parce que moi, je vois une grande différence entre des jeunes qui, par une appartenance ou par ressemblance, se baladent ensemble et peut-être sont plus bruyants que les autres et plus visibles, et puis un vrai gang, je veux dire, qui trafique de la drogue, qui est violent. Une fois que ces deux choses-là sont bien divisées, là, il y a des gangs de rue partout. C'est sûr que c'est un problème, la criminalité, c'est un problème, mais maintenant, reste à savoir si aussi, des fois, ça ne devient pas une thématique qui fait que certains jeunes sont stigmatisés. Madame Jocelyne Simon, vous êtes agente d'engagement communautaire ethnoculturel pour le service correctionnel du Canada. Comment voyez-vous, à partir de votre poste de travail, de votre expérience, mais en même temps, vous êtes vous-même une immigrée qui vient de la communauté haïtienne de Montréal, comment voyez-vous la situation générale des jeunes de cette communauté dans les services correctionnels? Il y a comme une statistique qui est sortie d'ici 2017, les communautés noires seront surreprésentées dans les pénitenciers. Et puis des fois, ils parlent de communauté noire, ils disent principalement les jeunes de la communauté haïtienne. C'est là que je dis qu'il faut qu'on se penche sur cette problématique-là pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Est-ce qu'il faut aller voir les parents? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est le gouvernement? Il faut se questionner. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, là, c'est une tendance où les jeunes se dirigent vers la délinquance. C'est parce qu'ils ont un mal intérieur. Ils ont quelque chose qu'ils veulent se faire entendre. Ils veulent se faire écouter. S'ils n'ont pas la chance de se faire écouter dans le bon chemin, ils vont quand même faire un coup d'éclat, parlez-en en bien ou en mal,
ils vont dire parlez-en quand même. Alors c'est pour ça que ces jeunes-là font des fois des coups d'éclat juste. Peut-être c'est un cri d'alarme. Il faut les écouter. Et puis je pense que tout le monde devait s'asseoir ensemble et puis les écouter et puis faire quelque chose vraiment ensemble pour les aider. Moi, je pense qu'au niveau de la délinquance, qu'on soit blanc, noir, jaune, peu importe, la délinquance, ça prend sa racine dans une espèce de malaise intérieur, dans une souffrance qu'on traverse lorsqu'on est adolescent. Puis cette souffrance-là, dépendamment des gens, elle est plus forte ou elle est moins forte, parce que si on prend mon exemple, chez nous, il y avait 6 enfants, je suis le seul qui est allé dans un pénitencier. Vous ne me direz pas que dans une famille ou de personnes noires où il y a 6 enfants, les 6 vont en prison. Tu sais, il y a une personne qui souffre davantage que les autres. Alors, la meilleure façon d'en arriver à vaincre la délinquance, selon moi, c'est quand on voit, quand on est conscient de la souffrance d'un de ses enfants, c'est de l'aimer davantage.